Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Max de Culture. Aujourd'hui on se retrouve pour le corrigé de l'épreuve d'enseignement de spécialité le sujet 0 en mathématiques et on va faire une vidéo par exercice. Donc commençons tout de suite par l'exercice 1 qui est un QCM commun à tous les candidats. Alors on va commencer par le lire. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions suivantes, une seule des 4 réponses proposées est exacte. Une réponse exacte rapporte 1 point. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève de points. Pour répondre, indiquez sur la copie le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée. Alors bien évidemment, dans ce corrigé, on va fournir cette justification pour étudier chacune des propositions possibles. Alors, commençons tout de suite par la première proposition. On considère les suites UN et VN telles que pour tout antinaturel n, UN est égal à 1 moins 1 quart le tout à la puissance n, et Vn est égal à 1 plus 1 quart le tout à la puissance n. On considère de plus une suite Wn qui, pour tout antinaturel n, vérifie Un inférieur ou égal à Wn inférieur ou égal à Vn. On peut affirmer que A. Les suites UN et Vn sont géométriques, B. La suite Wn converge vers 1, C. La suite UN est minorée par 1, D. La suite Wn est croissante. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour rechercher cette première question. Pour vérifier la première proposition, nous allons calculer les 3 premiers termes de chacune des deux suites. Alors c'est parti, U0 égale 1, moins 1 quart puissance 0. Tout nombre à la puissance 0 vaut 1, donc c'est égal à 1 moins 1 qui est égal à 0. On passe maintenant à U1 qui est égal à 1 moins 1 quart puissance 1 qui est égal à 1 moins 1 quart qui est donc égal à 3 quarts. Et enfin U2 qui est égal à 1 moins 1 quart au carré qui est donc égal à 1 moins 1 sur 16 qui est égal à 15 sur 16. Par conséquent, on peut affirmer que U1 sur U0 est égal à 0 sur 3 quarts qui est égal à 0. Et U2 sur U1 est égal à 15 16e fois 4 tiers, puisqu'on rappelle que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse, donc diviser par 3 quarts, c'est multiplier par 4 tiers, sauf que 16, c'est 4 fois 4, donc je peux simplifier ici les 4, et il me reste 15 sur 12, qui est bien différent de 0. Donc puisque U1 sur U0 est différent de U2 sur U1, la suite UN n'est pas géométrique. On peut faire le même travail pour la suite Vn et on obtiendra la même chose. Alors pourquoi cette méthode fonctionne? En fait c'est très simple, on va utiliser la définition d'une suite géométrique. On rappelle que si UN est une suite géométrique, alors il existe un réel Q tel que UN plus 1 égale Q fois UN. Donc si on fait le rapport comme on fait là de UN plus 1 sur UN, si c'est une suite géométrique, UN plus 1 c'est égal à Q fois UN. Q fois UN. Du coup le tout divisé par UN. Et là on remarque que les UN vont se simplifier. Et il me reste Q. Autrement dit, pour montrer que UN n'est pas une suite géométrique, il suffit de faire 2 fois ce rapport et constater qu'on a une valeur qui est différente. Si c'est le cas, alors la suite UN n'est pas géométrique. Passons maintenant à la proposition B qui nous dit que la suite Wn converge vers 1. Alors qu'est-ce qu'on sait de la suite Wn? On sait qu'elle est comprise entre deux suites, UN et Vn. Alors ça tombe bien puisqu'on a un théorème en terminale qui s'appelle le théorème des gendarmes ou le théorème d'encadrement, qui nous dit que si une suite est comprise entre deux autres suites et que ces deux autres suites convergent vers une valeur, alors la suite qui est comprise entre les deux converge vers cette même valeur. Alors pour ça, on va regarder si la suite UN et Vn convergent vers la même valeur. Alors, on peut détailler les calculs si on le souhaite, mais là on s'aperçoit rapidement que quand n prend des valeurs de plus en plus grandes, 1 quart va tendre vers 0, et donc UN va tendre vers 1. Donc on va le noter, la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc ça, on pourrait noter juste la limite des n, puisque pour les suites, on sait que ça va être quand n tend vers plus l'infini. Mais on va le laisser comme ça. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini des un est donc égale à 1. Pour Vn, on va faire le même travail. Donc lorsque n tend vers plus l'infini, pareil, 1 quart va tendre vers 0. Et donc on aura 1 plus 0, donc pareil. Et
la limite quand n tend vers plus l'infini des Vn est égale à 1. Et donc là, on va pouvoir utiliser notre théorème d'encadrement, puisque Wn est compris entre Un et Vn. Donc on peut conclure que la limite quand n tend vers plus l'infini de Wn est égale également à 1. Donc on va le noter. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Wn est égale à 1. Donc la suite Wn converge bien vers 1. Donc la proposition B est correcte. Puisqu'on sait qu'il n'y a qu'une unique proposition qui est correcte, on pourrait s'arrêter ici et passer à la proposition suivante, donc le petit 2. Cependant, bon, le jour de l'épreuve, si vous avez le temps, il est préférable de regarder les autres propositions afin d'être sûr de constater une possible erreur. Donc c'est ce qu'on va faire avec la proposition D. Alors, on nous dit que la suite Wn est croissante. Alors, rien ne nous permet d'affirmer qu'elle est croissante. On sait que la suite UN est croissante, hein, si on l'étudie, on va vite s'en rendre compte, ou avec quelques valeurs si on n'a pas vraiment le temps. Vn, elle est décroissante. On sait que Wn est comprise entre les deux, mais rien ne nous permet de conclure sur les variations de cette suite. Donc en fait, on peut chercher, mais il n'y a rien qui nous permet de l'affirmer. Donc la proposition D est fausse. Alors on passe maintenant au petit 2, qui est juste une dérivation. Hein. Donc on a une fonction f définie sur R par f de x égale x fois e de x au carré, et on nous demande de déterminer quelle est sa dérivée. Alors ce que je vous propose, c'est juste de la dériver comme si on n'avait pas les propositions, puis on va vite se rendre compte laquelle est correcte. Alors pour ça, on reconnaît que c'est de la forme u fois v. Alors on va le noter. Donc pour tout x de R, on va le noter. Pour tout x appartenant au réel, on va poser u de x égale x, et v de x égale e de x au carré. On remarque donc que f de x est égal à u de x fois v de x. Alors ça tombe bien puisqu'on connaît la dérivée d'un produit. La fonction usuelle u est dérivable sur R, ainsi que la fonction v. Donc la fonction f est dérivable sur R comme produit de fonctions dérivables sur R. Alors là, on ne demande pas du tout de le justifier, mais voilà, avant de dériver, on vérifie que c'est bien dérivable. Et donc maintenant, on va pouvoir dériver chacune des deux fonctions. Donc u' x est égal à 1, la dérivée de x c'est 1, et v' de x est égal à 2x fois e de x au carré. Pourquoi? Parce que la dérivée de e de u, c'est u', e de u. Donc là, u c'est x au carré, la dérivée de x au carré c'est 2x, donc on le met devant, fois le truc qu'on avait à la base, donc e de x au carré. Et donc maintenant on va pouvoir conclure, puisqu'on rappelle que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus v'u. Donc on va pouvoir calculer la dérivée. Donc ainsi, pour tout x de R, encore une fois, hop, f' de x est égal à u'x, v de x, plus u de x, v' de x. Donc ça, on rappelle juste la formule. On remplace maintenant, donc u' de x, on a dit que ça faisait 1, fois v de x, e de x au carré, plus u de x, x, fois v' de x, 2x, e de x au carré. Et donc ça, c'est égal à e de x au carré, plus 2x au carré, fois e de x au carré. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? On voit clairement qu'il y a un facteur en commun, qui est e de x au carré. Et donc ça nous fait e de x au carré, facteur de, ici il nous restera 1, plus 2x au carré. Et donc là on reconnaît, on va voir si ça correspond bien à la forme qu'on avait. Alors la a 2x, e de x au carré, c'est pas ça. b1 plus 2x facteur de e de x au carré, c'est pas ça non plus. C'est 1 plus 2x carré facteur de e de x carré, c'est ça, voilà. Donc c'est la proposition C qui est correcte. Et on regarde la proposition D, ouais, donc elle est aussi fausse. Donc c'est bien la proposition C qui est correcte.
On passe maintenant à la question 3 qui est un calcul de limite. Donc on nous demande de déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins 1, le tout divisé par 2x carré moins 2x plus 1. Alors là il y a deux choix possibles. Dans une logique de QCM, il pourrait être intéressant de tracer, si on associe cette fonction, une fonction à ce calcul de limite, donc une fonction qui à x associe x carré moins 1 sur 2x carré moins 2x plus 1, on la trace dans la calculatrice et on se rend compte que, là, on peut conjecturer que sa limite vaut 1,5. Donc, dans une logique de QCM, et pour être rapide, c'est ce qu'on ferait. Maintenant, c'est aussi intéressant si on a le temps de le poser, et là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour s'entraîner. Donc, on va commencer, on va regarder un petit peu ce que ça donne en plus l'infini. Alors, en haut, ça va nous faire de l'infini, en bas aussi. Donc, en fait, c'est une forme indéterminée. Alors, la méthode la plus classique pour lever une indétermination, c'est de factoriser par le terme prédominant, donc avec le degré le plus élevé, au numérateur et au dénominateur. Donc, au numérateur, le terme le plus élevé, c'est x carré. Au dénominateur, c'est aussi x carré. Donc, on va factoriser par x carré au numérateur et au dénominateur. Donc je vais poser une fonction, f de x égale x carré moins 1 sur 2x carré moins 2x plus 1. Et donc je vais factoriser par x carré au numérateur et au dénominateur. Donc au numérateur, je mets x carré en facteur, il me reste 1 moins 1 sur x au carré. Si je développe, ça me donne bien la même chose. Hein. X carré fois 1, x carré fois 1 sur x carré, les x carrés s'en vont et il me reste bien moins 1. Au dénominateur, pareil, je mets x carré en facteur, il me reste 2 moins 2 sur x plus 1 sur x au carré. Pareil, si je redéveloppe, j'obtiens bien la même chose. Maintenant, je peux donc simplifier les x au carré, et c'est donc égal à 1 moins 1 sur x au carré sur 2 moins 2x plus 1 sur x au carré. Et donc là, on est content, puisqu'il n'y a plus de forme indéterminée. Pourquoi puisque par somme, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x au carré, ça fera 1, puisque ça va tendre vers 0. Au dénominateur, pareil, 2 sur x, ça va tendre vers 0, 1 sur x au carré, ça va tendre vers 0. Donc, par somme, ça va tendre vers 2. Donc, par somme, puis par quotient, on a la limite quand x tend vers plus l'infini des f de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de ce que j'ai obtenu ici, donc 1 moins 1 sur x au carré sur 2 moins 2 sur x plus 1 sur x au carré, et donc ça c'est égal à 1,5. Et donc, c'est la proposition C qui est correcte. On va maintenant passer à la question 4, donc qui est la suivante. On considère une fonction h continue sur l'intervalle -1, 1, telle que h de moins 1 égale 0, h de 0 égale 2, et h de 1 égale 0. On peut affirmer que a, la fonction h est croissante sur l'intervalle -1, 0, b, la fonction h est positive sur l'intervalle -1, 1, c, il existe au moins un nombre réel a dans l'intervalle 0, 1, tel que h de a égale 1, et enfin d, l'équation h de x égale 1 admet exactement deux solutions dans l'intervalle -1, 1. Alors ce que je vous propose pour cette question, c'est de faire un petit schéma pour pouvoir vous aider. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour essayer de le faire, et puis on corrige juste après. Alors justement, faisons un petit schéma pour pouvoir nous aider. Donc on va représenter notre fonction. Donc je vais faire un petit repère, comme ceci, à peu près. Voilà. Ici on a l'origine, ici on va placer 1, ici moins 1, ici 1, et ici 2. Qu'est-ce qu'on sait de notre fonction h? Déjà elle est continue sur l'intervalle -1, 1. On sait qu'en -1 elle fait 0, on sait qu'en 0 elle vaut 2, et on sait qu'en 1 elle vaut 0. La proposition A nous dit que la fonction h est croissante sur l'intervalle -1, 0. Alors c'est pas compliqué, on va trouver juste un contre-exemple et ça suffira à montrer que la A n'est pas possible. Par exemple, je peux très bien avoir une fonction qui fait ça. Comme ceci. Et là on voit bien qu'elle respecte toutes les conditions.
donc h de moins 1 égale 0, h de 0 égale 2, h de 1 égale 0, et elle est continue entre moins 1 et 1. Pour autant, elle n'est pas croissante sur l'intervalle moins 1, 0. Donc la proposition A n'est pas correcte. On peut faire de même pour la proposition B. La fonction h est positive sur l'intervalle moins 1, 1. Il suffit de trouver un contre-exemple. Je peux très bien faire comme tout à l'heure, comme ceci. Hop. Et là, on voit bien qu'il y a deux intervalles où elle n'est pas positive. Pourtant, je respecte bien les conditions, à savoir h est continue sur l'intervalle moins 1, 1, h de moins 1 égale 0, h de 0 égale 2 et h de 1 égale 0. Donc la proposition B n'est pas correcte. Alors la proposition C maintenant. Il existe au moins un nombre réel A dans l'intervalle 0, 1 tel que h de A égale 1. Alors là, quand on lit cette proposition, on peut tout de suite penser au théorème des valeurs intermédiaires. Alors justement, on va voir si on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Pour pouvoir l'utiliser, il faut qu'on ait la continuité et la monotonie sur l'intervalle qui contient l'image qui nous intéresse. Alors là, on a besoin de savoir si dans l'intervalle 0, 1, il y a un réel A qui existe tel que h de A égale 1. Alors pour cela, on remarque que la fonction h est continue sur 0, 1, puisqu'on nous dit dans l'énoncé qu'elle est continue sur moins 1, 1, à valeur dans 0, 2, qui contient 1. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un A appartenant à l'intervalle 0, 1, tel que h de A égale 1. Ainsi, la proposition C est correcte. Alors pareil, pour la proposition D, on peut juste trouver un contre-exemple. Par exemple, si je fais comme ceci, hop, voilà. Je respecte bien mes conditions. La fonction h est bien continue sur l'intervalle moins 1, 1. h de moins 1 égale 0, h de 0 égale 2 et h de 1 égale 0. Pourtant, entre moins 1 et 1, j'ai, on va compter, donc je trace ma droite d'équation y égale 1, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 solutions. Donc en fait, cette proposition n'est pas correcte. Donc la seule proposition correcte, c'est la proposition C. On passe maintenant à la cinquième et dernière question de cet exercice. Donc on suppose que g est une fonction dérivable sur l'intervalle moins 4, 4. On donne ci-contre la représentation graphique de sa fonction dérivée g'. On peut affirmer que a, g admet un maximum en moins 2, b, g est croissante sur l'intervalle 1, 2, c, g est convexe sur l'intervalle 1, 2, d, g admet un minimum en 0. Alors la difficulté principale est le fait que le graphe représenté soit celui de la fonction dérivée g' et non celui de la fonction g. Ainsi, il faut bien faire attention à ne pas confondre les deux. Alors je vous laisse essayer de le faire, mettre la vidéo en pause et on corrige juste après. Alors pour la proposition A, par lecture graphique, on peut voir que la courbe admet effectivement un maximum en moins 2, mais attention, ce n'est pas la courbe représentative de g, mais de g'. On n'a aucun moyen de savoir que g admet un maximum en moins 2. De même, la proposition B n'est pas correcte car c'est la fonction dérivée qui est croissante sur l'intervalle 1, 2 par lecture graphique et non la fonction g. Alors pour la proposition C, il est important de se rappeler qu'une fonction est dite convexe si sa dérivée seconde est positive. Alors ici sur l'intervalle 1, 2, on voit que g' est croissante, donc sa dérivée, donc la dérivée de la dérivée, donc la dérivée seconde sera positive. Ainsi, la fonction g est bien convexe sur l'intervalle 1, 2, donc la proposition C est bien correcte. Alors pareil, on pourrait s'arrêter là, mais on va quand même vérifier pour la proposition D. Pour cela, on va dresser rapidement le tableau de variation de la fonction g. Donc sur la première ligne, on met les x. On se place entre moins 4 et 4. En première ligne, on va mettre g' de x. Hop. Et la dernière ligne, on va mettre g. Alors par lecture graphique, on voit que de moins 4 à 0, la dérivée est positive. De 0 à 2, elle est négative. Donc en 0 et en 2, elle s'annule. Et de 2 à 4, elle est positive. Ainsi, la fonction g est croissante, puis décroissante, puis croissante. Grâce au tableau de variation, on s'aperçoit qu'on ne peut pas conclure que g admet un minimum en 0. À la limite, ça pourrait peut-être être un maximum, mais encore, peut-être que celui-ci est plus grand, ça dépend si c'est un maximum local ou global. Mais en tout cas, la proposition D n'est pas correcte, puisque s'il y a un minimum, il est en moins 4 ou il est en 2. Donc en tout cas, pas en 0. Donc pas d'ambiguïté possible, la proposition D n'est pas correcte. Ce qui termine cet exercice. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour les autres exercices corrigés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez rencontré des difficultés ou si vous voulez d'autres précisions sur certains calculs.
À très vite sur le Max de Culture. À la revoyure.